Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma série de vidéos sur les arcanes majeures. Le but de ces vidéos, c'est de montrer plusieurs versions différentes de chaque arcane dans plusieurs tarots différents. À chaque fois, j'en choisis 10 versions différentes, c'est pas toujours les mêmes tarots. Le but, c'est de montrer des images différentes des tarots classiques, donc du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite-Smith, et du tarot Thoth par exemple, pour justement montrer comment la carte peut s'interpréter différemment si l'image est un peu différente de l'image de base, et pour dresser donc un tableau un peu plus complet, pour aller un peu plus loin dans les interprétations, mettre en lumière peut-être des choses qui sont moins évidentes dans les tarots classiques, mais qui reviennent parfois dans d'autres tarots plus modernes, etc. Donc ces vidéos font ensuite un hashtag de Katou Tarot, qui est top des atouts du tarot. Dans ces vidéos, je ne montre pas forcément les cartes que je trouve les plus belles, les plus esthétiques, même si elles reviennent aussi souvent. Mais le but, c'est vraiment de montrer des images assez différentes les unes des autres. Juste pour sortir un peu des habitudes. Et voilà. Je vais montrer au début donc les versions des tarots classiques. Je vais montrer surtout Tarot de Marseille et Tarot Rider-Waite-Smith, puis ma carte dans le Tarot de la Fortune. C'est parti. Donc ici, on a la roue de fortune dans le tarot de Marseille, et ici la roue de fortune dans le tarot Rider-Waite-Smith. Ça fait partie des arcanes qui sont similaires mais quand même assez différentes dans les représentations. Ce qui est similaire, c'est surtout la roue, qui est très centrale dans la carte. On a des personnages tout autour de la roue. On a un personnage qui est en haut de la roue, qui est assez similaire dans les deux, avec une couronne et une épée. Et c'est à peu près tout pour les similitudes. Donc, la roue, le symbolisme de la roue. La roue, c'est un cercle. Un cercle, c'est une ligne qui est infinie, qui n'a pas de début ou de fin. C'est quelque chose qui est en changement perpétuel. Si on pense aux roues des voitures, du chariot, c'est fait pour avancer. Et pour avancer en continu, sans interruption. Donc, là, dans le tarot de Marseille, la roue a des pieds et une manivelle. Ici, c'est vraiment une roue plus symbolique. Mais bon, l'idée, là, c'est une roue qui tourne. Quand on dit que la roue tourne, en général, c'est une expression pour dire que les choses changent. Rien n'est jamais permanent. On peut être dans la misère à un moment donné et ensuite être catapulté vers le sommet. On peut être au sommet et chuter brutalement. Donc c'est ni bon ni mauvais en soi, c'est juste pour dire que le changement est permanent. On remarque aussi ici que aucun des personnages ne tient la manivelle de la roue. Donc il y a cette espèce d'idée, de notion, qui est peut-être encore plus claire ici, vu que la roue est complètement dans les nuages, dans le ciel, qu'il y a une force supérieure qui active la roue. Voilà. Donc ici, dans le tarot de Marseille, on peut voir effectivement un personnage qui monte sur la roue, un personnage qui est dessus et un personnage qui descend la roue. Donc, c'est pas on peut considérer que c'est le même personnage au long de sa vie. Ça peut être la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse, le début de la naissance, la vie, la mort par exemple. Donc c'est une notion de cycle qui est très prévalente ici. C'est quelque chose auquel on n'a pas forcément prise. On ne choisit pas quand on est, on ne choisit pas quand on meurt, a priori. C'est aussi, si on vit assez longtemps, on ne peut pas échapper à la vieillesse. On ne peut pas échapper aux conséquences de la vieillesse. Et la conséquence, c'est quelque chose qui est très important aussi dans cette carte, c'est qu'on prépare une action, on fait l'action, et ensuite, il y a les conséquences de l'action. Mais il y a quand même beaucoup cette idée dans la roue de fortune que c'est quelque chose qui nous échappe parfois, qu'on n'a pas le contrôle de tout. On peut avoir le contrôle de certaines choses, mais on ne peut pas avoir le contrôle de tout parce qu'on ne tient pas la manivelle. On peut aussi considérer que ce ne sont pas les mêmes personnages sur la roue. Et surtout, on peut considérer que le personnage qui est tout en haut, il est sur un espèce de plateau comme ça, comme s'il n'était pas vraiment sur la roue.
qu'il était toujours en haut de la roue. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans le Rider-Waite-Smith, c'est un sphinx. C'est l'entité qui décide si oui ou non on a droit de passage, en quelque sorte. Donc il y a cette notion de personnes qui sont haut de la roue, qui ont plus de pouvoir, qui ont plus de privilèges, qui ont moins à s'inquiéter de comment arriver au sommet parce que c'est un privilège inné acquis, qui ont moins à s'inquiéter de descendre de la roue parce qu'il y a suffisamment de ressources et de moyens pour que même en cas de chute, ça n'ait pas une répercussion incroyable. Donc la notion de pouvoir et de privilège est quand même assez intéressante dans cette carte, même si c'est pas toujours très évident. Ce qu'on peut remarquer sur la carte du Rider-Waite-Smith, c'est qu'on a des personnages autour de la roue, mais hors de la roue. On a un taureau, on a un lion, on a un aigle et on a un ange. Ce qui peut être intéressant, c'est que, notamment avec le taureau et le lion, ça peut rappeler la roue zodiacale, vu qu'on a une roue... Bon, c'est une roue divisée en 8, j'en reparlerai après, mais c'est pas une roue divisée en 12 comme la roue du zodiaque. Mais le taureau et le lion sont des signes fixes, et je crois que l'aigle était une représentation pour le scorpion à une époque, ou dans d'autres cultures, et ce qui ferait que l'ange serait une représentation du Verseau. Tous les 4 sont des signes fixes en astrologie. Et ce qui est intéressant, c'est que les signes fixes nous parlent de stabilité, de maintien, de persévérance, de quelque chose qui bouge pas vraiment finalement. Et du coup, dans toute cette roue qui bouge en permanence, etc., il y a quand même des appuis qui sont assez stables dans cette carte. Je trouve ça assez intéressant. Et ici, ça pourrait être représenté justement par les pieds. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Oui. Donc, ce personnage qui a une épée tout en haut de la roue, ça m'évoque le fait qu'on peut être face à un choix et que c'est à nous de trancher. C'est à nous d'évaluer les risques, c'est à nous de savoir quand c'est le bon moment pour faire ce choix. Si c'est jamais le bon moment pour faire ce choix, si c'est une bonne idée, si on a suffisamment évalué les risques, si on est prêt à faire ce choix, ce changement. Donc il y a la notion de pouvoir quand même trancher. Donc là, on remet le pouvoir à soi, même si on ne contrôle pas tout, encore une fois. Oui, donc je sais plus exactement tout ce que j'ai dit, mais j'en reparlerai avec les autres cartes de toute façon. Mais donc il y a cette notion de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas aussi. Le macrocosme, le microcosme. Il y a la notion de différence de privilèges, de pouvoir selon son environnement, selon ses conditions de vie. Ce que je trouve intéressant aussi, et je vais en parler surtout avec ma carte du tarot de la fortune, qui est assez similaire à la représentation du tarot de Marseille. Mais ce que je veux surtout explorer, c'est l'association astrologique à la roue de fortune dans le tarot. Moi, j'ai choisi Saturne. En général, il y a une seule carte qui me montre. En général, c'est une carte qui est associée à Jupiter plutôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc Jupiter, l'association de base de la fortune, pardon. Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de la croissance, de l'expansion, des opportunités, des privilèges. Donc là, c'est plutôt le personnage qui est en ascension, le personnage qui monte la roue, le personnage qui a de bonnes opportunités devant lui, qui a confiance dans son cheminement, qui est prêt à prendre sa décision, qui est optimiste. Saturne, au contraire, c'est le personnage qui descend.
Saturne, c'est plutôt les contraintes, la constriction, c'est les cadres, les limites, c'est les conséquences des actions, c'est la vieillesse aussi. Du coup, en fait, Jupiter et Saturne sont un petit peu opposés dans leur signification. Il y en a une qui croît et l'autre qui décroît. Du coup, ça va assez bien ensemble quand on parle de cycle. On peut pas croître infiniment comme on peut pas décroître infiniment. Il y a toujours... Tout est en évolution. Tout se transforme toujours. Et j'aime autant en fait l'association à Jupiter qu'à Saturne pour la roue de fortune, parce que ça dépend vraiment du contexte, de où on se place et de ce qu'apporte la carte. J'ai choisi Saturne parce que ça faisait plus sens pour moi que j'avais choisi Jupiter plutôt pour autre chose. Mais bon, les deux se valent. Mais j'aime bien la notion que il y a un côté un petit peu fataliste qui nous échappe un petit peu avec Saturne, qui est pas mal. Bref, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge très sèche. Saturne est très sèche. C'est parti pour les autres cartes. La première carte est une carte du tarot ultraviolette, qui est donc associée à Jupiter. On retrouve l'élément central, la roue, et on retrouve des personnages autour de la roue. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a vraiment un personnage qui semble trimer, qui semble faire avancer la roue, qui essaye peut-être de la stopper, ceci dit. Et on a le personnage qui est en position de galère, de travail, d'essayer de changer les choses, d'être proactif. À côté de lui, on a un personnage qui prie. Ça peut être des personnes qui s'en remettent à des forces, des entités qui les dépassent, qui sont pas forcément prêtes ou qui n'ont pas forcément la capacité de faire quelque chose concrètement, et qui s'en remettent à la prière, qui s'en remettent à la bienveillance ou non de forces supérieures. On a un personnage qui semble dormir, ou qui semble ignorer ce qui se passe, qui est peut-être pas concerné, ou qui nie tout simplement ce qui se passe. En tout cas, c'est pas un personnage qui essaye de faire quoi que ce soit. C'est genre, qui vivra verra. Il arrivera s'il doit arriver. Voilà. On a un personnage qui se bouche les oreilles, traversé par une épée. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, il tourne pas le dos à ce qui se passe comme le personnage précédent, mais il choisit quand même peut-être d'ignorer, de ne pas accepter ce qui se passe, mais il n'est quand même pas en action. Ce que je trouve intéressant avec cette épée qui lui traverse la tête, c'est que il y a cette notion de peu importe à quel point on cherche à ignorer un problème, c'est pas ça qui va le faire partir et c'est pas ça qui va empêcher les conséquences du problème. Et enfin, on a un personnage qui n'est pas du tout comme les autres, un personnage qui est beaucoup plus grand, plus élancé, et surtout qui est représenté comme un ciel de nuit étoilé. Il me semble que c'est une référence à la déesse nuit en Égypte, mais j'ai pas assez la culture qu'il faut pour expliquer ça. En tout cas, ça m'évoque en fait de nouveau le fait qu'il y a effectivement une sorte de puissance supérieure qui active la manivelle de la roue. Et que quoi qu'on fasse, quelle que soit l'attitude, quel que soit le personnage qu'on incarne ici, dans tous les cas, c'est pas nous qui avons le plein pouvoir sur ce qui se passe. Mais à mon avis, celui qui essaye activement de faire quelque chose
a quand même plus de pouvoir que les autres. C'est mon interprétation personnelle. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans cette carte, c'est vraiment le fait de nous mettre face aux différentes attitudes qu'on peut embrasser face à un changement, face à quelque chose à faire, face à une décision à prendre. Mais bon, ça va dépendre aussi beaucoup du reste du contexte. Mais voilà. C'est pas juste le cycle de la vie, c'est quelle attitude on adopte face à ça. Il peut aussi y avoir un côté déséquilibre des forces, dans le sens où ce personnage qui active la manivelle, ça peut aussi juste être une personne qui a plus de pouvoir, qui a plus de moyens, qui a plus de supériorité hiérarchique, vu que c'est une personne qui est dessous. Il peut y avoir cette notion d'exploitation, avec le personnage qui est dans la roue comme un hamster qui court dans la roue. Du coup, voilà, ça peut être une réflexion intéressante sur les oppressions, les exploitations, sur les systèmes qu'on peut difficilement changer. Mais en même temps, si on n'essaye pas, ça va pas arriver sans nous. Voilà. C'est un gros morceau, hein, cette carte de la roue de fortune. Une carte du tarot des éléments. Donc, la carte a été renommée en destin. Et un autre nom qui est changement. Deux gros mots-clés de la roue de fortune. Il y a une phrase qui dit « C'est moi la domination et l'indomptable, gardez-vous de m'ignorer ». Donc là, on est vraiment dans une notion de fatalité. On voit une espèce comme une divinité qui contrôle la roue, la bulle, la vie de l'humain. Il y a deux humains en dessous qui essayent peut-être de prendre le contrôle de la roue, mais qui leur échappent complètement. Dans la roue, on peut voir le symbole du yin et du yang, de l'équilibre entre les forces, de l'équilibre entre tout. On peut voir aussi comme un anneau, comme Saturne. J'aime bien le clin d'œil à Saturne pour le coup. Donc cette carte, pour moi c'est une carte qui parle des choses sur lesquelles on n'a vraiment pas forcément d'agentivité. Après, quelles sont nos croyances sur le libre arbitre, le destin, peu importe, j'ai envie de dire. Ça peut représenter les situations sur lesquelles on manque de contrôle, tout simplement. Il y en a plein dans la vie, sur lesquelles on peut aussi croire qu'on a le contrôle, mais en fait, pas vraiment. Et dans tous les cas, tout est interconnecté. Donc, on peut avoir le contrôle sur certaines choses et pas d'autres, etc. etc. Il y a quand même plus une notion ici de croyance, de force qui nous échappe, la notion d'équilibre aussi me fait penser de nouveau à tout ce qui est en haut, ce qui est en bas. Aussi dans le fait que on peut pas avoir que de l'expansion et que de la contraction. Il faut un peu des deux pour trouver l'équilibre. Ni l'un ni l'autre n'est souhaitable à l'infini. Donc voilà, c'est des choses que j'ai déjà dites pour d'autres cartes. C'est pas la carte qui m'inspire le plus pour le coup, mais bon, je trouvais ça intéressant à montrer quand même. Si, il y a quand même quelque chose. Si. Là, on voit les personnages qui font quelque chose sous la roue. Parce que ça peut évoquer, en extrapolant pas mal, ça peut être le fait de faire appel justement à une divinité, à une entité, un esprit, une planète, enfin peu importe ses croyances, faire appel à une puissance qu'on juge supérieure, qui est une puissance qu'on juge avoir plus de pouvoir que nous, par le rituel, par la magie, par la prière,
par les cérémonies, peu importe, là aussi, la croyance, la religion, la foi, etc., la façon de faire. Et donc, faire appel à plus grand que soi, entre guillemets plus grand, pour avoir plus de contrôle, pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de chances, de ressources, de possibilités d'avoir un meilleur résultat. Par exemple, mon chat qui vient pour avoir des croquettes. C'est simple, efficace. Et voilà, donc il peut quand même y avoir cette notion de faire quelque chose activement, même si ça vient pas de nous, pour améliorer sa situation, pour changer les choses, pour sortir de la roue. La carte suivante, c'est une carte du... Il y a des poils partout. C'est une carte du Mike Wilcox Tarot et Oracle. Je ne sais pas si on verra bien tous les détails. Je reviendrai dessus après. Donc, de nouveau, une roue centrale. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette roue, hors plein de petites fioritures, on voit les signes du zodiaque. Ce qui est très perturbant, par contre, c'est qu'ils sont disposés à l'envers. Soit, c'est peut-être un choix. Au-dessus, on a les 3 moires de Panthéon grec. C'est les parcs après, à Rome. Et j'imagine que ça doit revenir dans plein d'autres religions, spiritualités. Et donc, les moires, ce sont ces déesses qui tissent les fils du destin. On a la première qui tisse, qui crée, qui choisit, qui active quelque chose. On a la deuxième qui déroule le fil. Donc les choses ont déjà été choisies à l'avance. Il n'y a plus qu'à les vivre. Et la troisième qui coupe. Voilà, c'est la fin, c'est la mort, c'est hop, le cycle est terminé. Et donc c'est l'idée qu'effectivement il y a des forces supérieures qui choisissent pour nous notre destin, notre destinée, notre parcours de vie. Dans certaines croyances, il y a aussi cette idée que l'âme choisit avant son incarnation le gros du chemin qui va être parcouru. Ce que je trouve intéressant, donc, avec aussi cette roue zodiacale, qui est à l'envers, je trouverai peut-être une explication. Mais donc la roue zodiacale et le thème astral plus en particulier, donc son thème natal, on le choisit pas, à part si c'est dans ses croyances. Mais du coup, on est à un moment donné, et ce moment donné, dans ce lieu donné, va donner le thème natal, qui peut être étudié pour savoir comment sa vie va se passer. Donc effectivement, si on étudie l'astrologie, si on croit en l'astrologie, on part du principe qu'il y a bien une forme de destinée, qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du libre arbitre et d'autres pas tant que ça, par exemple. Mais du coup, effectivement, il y a un fil qui arrive quand on est, et on peut le dérouler à l'avance. On peut voir soi-même, on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer, selon sa propre destinée. Donc voilà, c'est à ça que me fait penser cette carte surtout. Je la trouve aussi très, très belle, à part donc le fait que c'est à l'envers. Je n'ai pas trouvé d'explication pour le moment pourquoi c'est à l'envers. Je réfléchirai. Une carte du She-Wolf Tarot. Donc de nouveau, une grosse emphase sur l'astrologie. Donc la roue du milieu, cette fois, c'est la lune. La plupart des personnes qui s'intéressent même pas forcément à l'astrologie, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent au cycle lunaire. Pour diverses raisons. Que ce soit dans les mythes, que ce soit pour faire du jardinage, pour se couper les cheveux,
pour les menstruations. Il y a voilà, les cycles lunaires, on peut même des fois retrouver ça dans des calendriers, des almanachs, des agendas. La nouvelle lune, donc quand la lune est noire, c'est la fin et le début d'un nouveau cycle. En général, le début du nouveau cycle, c'est quand on commence à voir quand même un petit peu de lumière. La pleine lune, c'est l'apogée. C'est quand le personnage est au-dessus de la roue. Et ensuite, c'est le déclin. Donc on a vraiment ce cycle visible dans le ciel, qui est visible avec ses yeux. Cette notion de cycle qui marque le temps, qui marque le calendrier, qui permet de se repérer et de savoir que le temps a passé, outre le soleil qui se lève et qui se couche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage principal qui est là se tient sur Saturne. J'ai déjà parlé de Saturne et de son lien à la roue de fortune, et je trouve ça intéressant que ça revienne comme ça. Et du coup, le personnage est en position plus stable parce que sur Saturne, qui est assez stable, qui marque l'ancrage. Même si Jupiter aussi peut signifier la stabilisation en soi. C'est pour ça que j'aime bien ces deux. Bref, donc là on voit toutes les planètes du système solaire en cercle autour de cette lune. De la plus rapide, Mercure, après la lune, à la plus lente, Pluton, et le soleil qui est le cercle derrière la lune du coup. Donc, ce que m'évoque cette carte, c'est donc de nouveau le lien à l'astrologie, au thème natal, au fait de pouvoir anticiper certaines choses grâce à l'étude de l'influence des planètes, que ce soit au niveau personnel ou mondial ou autre, ou pour une situation. Ça peut m'évoquer le fait de pouvoir choisir le meilleur moment grâce à l'astrologie, pouvoir prendre une décision avec l'astrologie, etc. Du coup, cette notion d'anticipation, de connaissance des influences, ça évoque le fait que même si certaines choses sont hors de notre contrôle, c'est quand même possible d'anticiper, de se préparer, de chercher à améliorer en quelque sorte sa destinée ou les choses qu'on aurait pu faire sans ces connaissances-là, qui auraient pu être moins avisées par exemple. Bref. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a ce serpent qui s'enroule ici. Ça peut me faire penser à une moitié d'ADN. Dans le sens de la roue qui représente aussi les choses qu'on n'avait pas choisies, comme son ADN, son hérédité, qui a forcément une influence sur le cours de notre vie, qui peut être très minime comme très conséquent. Je suis peut-être partie un peu loin. Mais sinon, le serpent, c'est aussi un animal qui est un peu à double tranchant. Parce que c'est un animal qui est considéré à la fois comme celui qui apporte la connaissance et celui qui trompe et qui manipule. Ce qui est intéressant dans le cadre de la roue de fortune. Dans le sens de l'anticipation, de la connaissance qui aide à mieux avancer, ou d'essayer de filouter pour avoir plus d'avantages. Bref. Voilà. Ensuite, une carte du... Oh, j'arrive jamais à dire son nom. Embroidered Forest Tarot. C'est difficile à prendre en photo, mais c'est beau en vidéo. Donc, sur cette carte, on voit une espèce de roue végétale. Donc, on part de la graine qui germe,
qui fait ses premières pousses, qui fait ses feuilles, qui fleurit, qui fane, on récupère les graines et le cycle redémarre. J'aime beaucoup cette carte parce que ça montre vraiment qu'il n'y a jamais vraiment de début ou de fin. Même si on peut considérer que la graine est le début et que la plante qui fane c'est la fin, c'est un cycle qui peut se répéter. Et tant qu'on récupère les graines de la plante, elle est jamais vraie, elle prend jamais fin parce qu'en fait on la refait vivre, même si c'est pas exactement la même plante. Mais bon, voilà, dans le concept. C'est une carte qui parle aussi du coup du cycle des saisons. Le fait que les choses ne peuvent pas avancer. Tu vas me laisser parler, oui. Les choses ne peuvent pas avancer toujours de la même façon, au même rythme, tout le temps. Et les saisons nous apprennent que c'est aussi important, que c'est naturel. Donc on a l'hiver, où rien ne pousse, où les choses semblent mourir, les plantes semblent mourir. Il n'y a plus vraiment de soleil, il n'y a plus vraiment de fertilité. Et au printemps, ça commence doucement. Doucement, il faut faire preuve de patience, mais ça commence. Ensuite, en l'été, ça devient très foisonnant. Ça peut être très impressionnant, tout qui déborde d'un coup, tout qui est très fertile, tout qui est très abondant. Et l'automne, ça se replie de nouveau, très tranquillement. Voilà, c'est Jupiter, l'abondance, Saturne, c'est l'hiver. Voilà. Donc j'aime vraiment bien cette carte pour ça. En plus du fait qu'elle brille. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Ensuite, une carte du Dream Tarot. Alors, désolée pour les personnes qui ne sont pas très fans d'esthétique, mais j'aime beaucoup celle-là parce que il y a un côté plus ludique, entre guillemets. C'est la carte de la roue de fortune qui fait le plus penser à la roue de fortune dans les jeux de hasard. On fait tourner une roue. Il y a plusieurs possibilités de gains, de cadeaux, de perspectives, d'opportunités, peut-être parfois de pièges. Et je pense que c'est bien représenté dans cette carte parce qu'on voit plusieurs visages qui défilent. Il y a des têtes de mort, donc. Il y a des personnages où on dirait qu'ils sont dans une cage. Il y a des personnages qui ont l'air euphoriques et statiques et des personnages qui ont l'air horrifiés. Donc il y a ce truc de... on propose des trucs horribles et des trucs super réjouissants et tu sais pas sur quoi tu vas tomber, mais la roue tourne dans tous les cas. Ce qui est intéressant, c'est que la main qui arrête la roue, encore une fois, c'est une main qui est dans le ciel, qui appartient pas à l'humain en question. C'est une force supérieure. Et c'est le hasard. Une fois qu'on fait tourner la roue, on ne sait pas forcément sur quoi on va tomber. On ne peut pas forcément contrôler ce sur quoi elle va tomber. Ça m'évoque aussi le fait de jouer. Ça peut être inconséquent, ça peut être juste pour le fun, ça peut être des jeux d'argent où on peut littéralement se ruiner en pensant qu'on va faire fortune. Ça peut être des super opportunités sur lesquelles on pensait jamais tomber et tout d'un coup on tape le jackpot sans avoir forcément rien fait de spécial pour le mériter, ou peut-être que si. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un Ouroboros, je sais pas si on le verra très bien à la caméra, mais il y a un Ouroboros donc, qui se mord la queue au milieu de la roue. Et l'Ouroboros, en dehors du fait que c'est un cycle infini qui se répète constamment, ça peut me faire penser aussi au schéma personnel qu'on répète en continu. Et notamment aux schémas qui sont peut-être
pas forcément très plaisant, pas forcément très bénéfique pour soi, pour les autres, qu'on répète en continu jusqu'à ce qu'on ait en quelque sorte appris une leçon, qu'on ait enfin enclenché un changement, qu'on ait enfin compris ce qui se passait, pourquoi on faisait ça et comment faire en sorte de ne pas le répéter. Donc on est moins dans les jeux et plus dans quelque chose de plus profond et sérieux, mais après, ce qui est intéressant, c'est que le personnage qui tient la roue sur ses pattes, une coccinelle sur le dos, a un grand sourire et sa carapace est pleine de smileys qui sourient. Donc ça m'évoque le fait d'être invité à accepter le changement, à embrasser ce qui se passe, à embrasser la transformation, à pas chercher à résister parce que ça sert parfois à rien. Et à s'ouvrir à d'autres perspectives et à accepter qu'on puisse en tirer quelque chose de bon, quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, une carte du Serpent Fire Tarot. J'ai choisi parce que ça m'évoque une sorte de kaléidoscope d'options, d'opportunités, de possibilités. Bonne ou mauvaise, peu importe. Juste de s'ouvrir aux possibilités, d'envisager des options, des décisions, des actions. Juste vraiment l'ouverture, l'observation, l'anticipation et quel chemin on va prendre par rapport à ces informations. On a une roue de 4 serpents qui s'enroulent les uns aux autres et qui choisissent 4 directions opposées. Il y en a 2 qui sont plutôt en noir et 2 qui sont plutôt en doré. Donc ça peut évoquer les options dont c'est d'avance que c'est pas terrible. Voilà. Si on est vraiment honnête avec soi-même, on peut déjà décider de ça. Après, il y a 2 options qui ont l'air toujours bien. Et du coup, comment on fait pour départager Ça peut être par la divination, la roue de fortune, ça peut être la divination, c'est s'en remettre à des choses qui sont apparemment du hasard, mais qui n'en sont pas tout à fait. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Encore une fois, le fait qu'il y ait des serpents, c'est de nouveau chercher à manipuler, à comprendre, à connaître. Bref, j'en ai déjà parlé. La carte suivante, c'est une carte du Numinous Tarot. On a encore une roue centrale à 4 plutôt que 8 rayons. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des 8 rayons. Le chiffre 4, c'est le chiffre le plus stable en numérologie. C'est le cube qui a 4 côtés, qui est solide, peu importe la face sur laquelle il se trouve. Pas en déséquilibre, mais du coup, c'est le chiffre de la stabilité. On pense à l'empereur, c'est la stabilité. Le fait qu'il se répète, c'est le 8, c'est trouver la stabilité et l'équilibre, même dans quelque chose qui a l'air plus instable. Mais il y a toujours cette notion d'équilibre. C'est 2 x 4, donc c'est 2 fois équilibré. Bref. Je reviens à ma carte. Donc la roue refait référence aux saisons. Donc on a ici l'hiver, avec juste des branches sans feuilles. Ici, on a le printemps avec les bourgeons et les fleurs qui commencent à sortir. Ici, on a les fleurs très foisonnantes et plein de feuillage, c'est l'été. Et ensuite, on a l'automne avec les fleurs qui fanent. Au milieu, on a un ruban qui est noué. Et sur les côtés, on a les représentations des 4 éléments des 4 suites. Donc, les livres, les tomes pour les pentacles, les bougies pour les bâtons, le feu, les cloches pour les épées, l'air, et les flacons pour les coupes, l'eau. Donc, comment j'interprète cette carte, c'est la notion de rechercher l'équilibre dans les différents domaines de vie, essayer de minimiser les chances de déséquilibre. Et le fait de trouver cet équilibre entre les différents domaines de vie, entre les différents éléments, permet d'avoir un meilleur ancrage
même quand il y a transformation et changement. C'est aussi ne pas dépendre ne pas faire dépendre sa vie, ses décisions sur une seule chose. Reposer, c'était ça le verbe que je cherchais. Bref, il y a vraiment cette notion de recherche d'équilibre. Et aussi, ça m'évoque le fait de célébrer les cycles, célébrer les changements de saison. Ça peut être la roue des sabbats, la roue des célébrations païennes. Et du coup, plutôt que de chercher à nier, à ignorer ou à contrôler ou à changer les cycles, c'est les embrasser pleinement et poser des intentions, prendre des décisions en fonction des cycles et en fonction de ce qui est vraiment adapté à la situation, au temps, etc. Ensuite, une carte du Tarot of the Cosmic Seed, où on voit, si je ne me trompe pas, une sorte de calendrier, une roue calendrier Maya. Si je me trompe, vous me direz. Mais du coup, pour moi, il y a cette notion de cycle, de temps. Juste factuellement, le temps qui passe, garder une trace du temps, savoir quand on est, c'est un bon repère déjà. Pouvoir planifier, garder une archive aussi du passé, anticiper le futur. Mais le fait que ce soit un calendrier Maya qui soit représenté, ça m'évoque plein de choses. L'importance de connaître l'histoire pour plein de raisons différentes. L'impression de retenir des leçons de l'histoire aussi. Très important, surtout en ce moment. C'est aussi les grandes ascensions et les grandes chutes de grandes civilisations. Et pourquoi c'est important d'avoir des archives et de conserver ses calendriers, son histoire, etc. C'est pour se rappeler d'où on vient. Et aussi que rien n'est immuable, même quand ça en a l'air sur le moment. Voilà pour cette carte. Je vais un peu plus vite parce que je vois que j'ai déjà dépassé de loin le temps que je m'étais imparti. La dernière carte, c'est une carte du Millennial Tarot qui a été sous-nommée Bitcoin Investissement, avec un sous-titre « Anticiper le changement ». Ce que ça m'évoque, c'est de nouveau... je vais me moucher. C'est de nouveau la référence au jeu de hasard, à la roue de fortune qu'on fait tourner et qui apporte ou non des gains. Il y a quelque chose de l'ordre du pari, de la spéculation, où on peut jamais savoir à l'avance en fait. Et on peut autant perdre que gagner. Il n'y a pas d'assurance en fait. Le fait que la référence au Bitcoin, c'est quand même, bon, je veux dire, toute notre monnaie est quasiment virtuelle, dans le sens où elle est dématérialisée. On fait plus trop d'échanges de pièces et de billets. Mais du coup, notre fortune dépend de choses qui sont immatérielles. Et le Bitcoin, d'autant plus, j'y connais vraiment rien là-dedans, mais il y a encore plus cette notion de quelque chose qui peut nous échapper du jour au lendemain. Quelque chose qui dépend d'une cote en bourse, qui peut sembler arbitraire de loin. Du coup, c'est des investissements qui sont pas fixes et qui sont pas palpables. Donc, je sais pas, ouais, ça paraît très fluctuant, très difficile à anticiper, très hasardeux.
Et voilà. Mmh. Tant qu'à parler d'argent, du coup, là, on a vraiment ce truc de, roue de fortune pour gagner en pouvoir personnel, en profit personnel, en fortune personnelle. C'est, rarement investir pour les autres. Même s'il y a des cartes de roue de fortune ici où qui notamment celle du tarot ultraviolette, qui peut me faire penser aux efforts collectifs pour, changer les choses, et s'élever ensemble et faire chuter la minorité qui nous fait toucher, par exemple. Là, il y a plutôt ce truc de, je sais pas, plus individualiste, plus, profit pour moi et tant pis pour les autres. Bref, c'est mon interprétation personnelle. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis désolée, la vidéo est vraiment longue. Ce qui est marrant, c'est que mes 2 vidéos les plus longues, c'est des cartes que j'ai associées à Saturne. Voilà. Gloire à toi, Saturne. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'avoue que c'est pas la carte qui m'inspire le plus en général, parce que autant les cartes d'avant, il y a des archétypes assez forts, qui sont assez personnifiés. On voit des personnalités, des sortes d'agenda, des préférences, etc. La roue de fortune, c'est souvent, c'est un peu, c'est comme ça et pas autrement. C'est un peu juste le changement, la roue tourne, les choses sont comme ça. Et il n'y a pas forcément... Enfin, c'est une carte qui peut nous échapper et du coup, c'est très à propos que ça nous échappe aussi. Du coup, c'est vrai que j'étais pas sûre d'avoir vraiment beaucoup de choses à dire sur ces cartes, et en fait, bah si, voilà. Si ça n'a pas suffi, j'ai une page sur mon site qui est dédiée à la roue de fortune, avec plein d'interprétations dessus en plus. Et aussi sur ma page Patreon, je partage chaque mois, à partir d'un certain palier, des articles où je fais un peu le même procédé qu'ici, c'est-à-dire que je décris tout ce que je vois sur la carte, visuellement, factuellement, les éléments qui sont dessus, les symboles, et je les reprends un par un pour interpréter la carte sans faire référence au livret, même si je cite aussi un peu le livret à la fin pour vous. Moi, je m'en sers pas pour interpréter la carte. Voilà, donc si ça vous intéresse, si par exemple vous êtes plus lecture que écoute d'une vidéo, ça peut être un bon point. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la carte de la justice, et j'espère que je le ferai un peu plus court. Salut!